La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Afrique TV et voici le magazine politique, votre rendez-vous d'analyse, de vérité, de débat, sans détour, au cœur de l'actualité congolaise, pour ne pas dire africaine. Radié, mais pas résigné, menacé, mais toujours debout. Ce soir, notre invité est Jean-Jacques Serge Yombi Opango, président du RDD, un parti aujourd'hui exclu du jeu politique par décision de l'État. Il dérange, il provoque, il accuse, mais au fond, que propose-t-il? Justice ou vengeance? Programme ou posture? À moins d'un an d'élection présidentielle de 2026, il répond à toutes nos questions. Ici, vous avez la parole. Votre formation politique, le Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, vient d'être exclu de la liste des partis reconnus légalement en République du Congo. Le pouvoir évoque des questions administratives, mais beaucoup y voient une sanction politique. Est-ce une manœuvre politique ou une mesure administrative? Ensuite, que répondez-vous à ceux qui vous accusent de discours de haine? Pensez-vous que cette exclusion soit le début d'une répression politique ciblée? Bonjour, Monsieur Keto. Bonjour, la princesse de Vinza. Je vous remercie de m'accueillir dans vos studios. Je voudrais vous dire ceci. Nous continuons de croire que ce n'est pas une simple, ce n'est pas un simple acte administratif. C'est clair, net et précis. C'est une censure politique. C'est comme ça que nous prenons la chose. C'est une dérive autoritaire. Mais ça, vous savez très bien que le pouvoir en place a l'habitude. Le but précis, c'est mettre de côté certains partis politiques. Je n'ai pas un langage de haine, je vous l'ai déjà dit, parce que la haine ne fait pas partie de mon ADN et encore moins de l'éducation que j'ai reçue. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est les autres qui agissent par haine et ils sont soi-disant au pouvoir, ils sont les plus forts, mais ils veulent absolument utiliser des méthodes, je dirais, pas très orthodoxes pour éliminer, n'est-ce pas, d'éventuels concurrents. Nous avons été reçus, certains partis ont été reçus par, comment dirais-je, ont été reçus par le préfet directeur général de l'administration du territoire, qui nous a expliqué que nous n'étions pas sanctionnés, que nous n'étions pas suspendus, que nous n'étions pas dissous, et mais nous ne sommes dans aucune liste, nous ne sommes pas reconnus officiellement dans la liste des partis en question. Donc, vous voyez, là, il y a une espèce de paradoxe, quelque chose qui n'est pas normal du tout. Alors, nous estimons que c'est de la politique politicienne. Nous estimons que c'est de la politique politicienne et nous voyons bien les choses venir. Il y a des lois au Congo, tout le monde doit respecter la loi. Nous estimons que cette loi, il y a 2 poids 2 mesures. Si la loi doit être appliquée, il faut qu'elle soit appliquée pour tout le monde de la même façon. Et là, nous avons un problème. Il y a des partis qui viennent de naître. Il y a des partis qui, je ne vais pas les citer, mais tout le monde le sait, qui n'ont même pas de siège partout, des partis qui sont là juste pour, je dirais, faire le jeu du pouvoir. Mais le RDD, en ce qui concerne le RDD, c'est une sanction. Le RDD fait partie d'un groupement de partis politiques qui vient de voir le jour, c'est-à-dire le Rassemblement des forces du changement. Et rien que le fait d'avoir appelé notre groupe Force du changement, déjà, ça donne de l'urticaire au pouvoir. Et le fait qu'on ait réussi à tout faire pour essayer d'avoir, justement, nous sommes en train de travailler pour essayer d'avoir un candidat unique à cette élection, si élection il y a, mais je pense que c'est pas évident tant que certaines choses ne sont pas claires. Alors, je vais revenir là-dessus, si vous me permettez, monsieur Jean-Jacques Serge Opango, parce que vous aurez le temps, hein. On va vous donner vraiment le temps d'expliquer les choses comme il se doit, puisque vous avez l'habitude
de parler net, clairement et parfois brutal. Vous avez parlé des autres et vous parlez des sanctions et de haine. Pensez-vous que les autres que vous parlez, d'ailleurs, on ne sait pas, quand vous parlez des autres, vous faites allusion à qui d'ailleurs, premièrement, et puis après, pourquoi vous parlez de sanctions? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre parti et vous, le président de ce parti RDD, a pu faire pour que l'État congolais puisse vous sanctionner? Bon, d'abord, il faut que l'on reconnaisse, il faut qu'on reste honnête, on doit reconnaître qu'il y a quelques points sur la loi la loi 2015 du 12 mai 2017, pardon. Il y a des points que nous n'avons pas respectés, on le reconnaît. Mais nous ne sommes pas les seuls. Ça veut dire qu'il y a plein de partis qui ne respectent même pas cela. Je vais revenir encore sur l'article 15 de cette même loi. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, avec cette loi. Je ne rentre même pas dans l'aspect où le président de la République, qui devrait être neutre, et le président du Parti congolais du travail, de théorie totalement justifiée, chère au président Mirassa, mais l'article 15, le PCT utilise les armoiries de l'ancienne République alors que c'est bien écrit, c'est bien leur loi, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est facile. On va revenir sur le PCT. Là, on part pour vous. Vous parlez des sanctions. Je vous ai posé la question. Mais je veux dire, c'est bien, eux, ils sont au pouvoir. Va vous sanctionner par rapport à quoi? Et puis, vous venez de nous dire tout à l'heure, effectivement, il y a quelques points. Effectivement, vous reconnaissez également que votre parti ne respecte pas ou peut-être ne mesure pas, s'il faut dire les choses comme il se doit, ne coche pas les cases partout pour rester un parti politique en République du Congo. Donc, vous nous parlez de quelques points. Est-ce que vous pouvez nous dire là, devant le peuple congolais, les points qui ont fait qu'on puisse vous écarter en tant que parti politique? Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes ni sanctionnés, nous ne sommes ni suspendus et nous ne sommes ni dissous. Donc déjà, cette procédure nous pose un problème. C'est que même pour faire un recours, on a quand même un problème juridique. Maintenant, ce qu'on nous reproche, c'est parce que nous n'avions, soi-disant, plus de sièges dans toutes les régions. Nous avons des sièges à l'intérieur. Nous avons des sièges à l'intérieur. Et pour le siège de Brazzaville, nous avons été obligés de le ramener provisoirement à mon domicile, ce qui est totalement autorisé, parce que la loi autorise si on le fait, mais il faut que à ce moment-là, le domicile en question soit maintenant un lieu public. Mais de toutes les façons, le problème est réglé. Nous avons, au moment où je vous parle, nous avons donc un siège qui est à Brazzaville, dans Poto-Poto, et on est en train de faire les mesures administratives. Alors, il faudrait savoir que la loi dispose que quand un parti fait son congrès, change les instances dirigeantes de son parti, il doit automatiquement en aviser, n'est-ce pas, en aviser les autorités compétentes, donc le ministère de l'Intérieur. Ce que nous avons fait. Maintenant, c'est depuis donc janvier, vu que notre congrès a eu lieu du 15 au 16 décembre 2024, c'est depuis donc janvier que nous avons commencé à faire cette procédure. Nous n'avons pas attendu d'être sanctionnés pour commencer à régulariser la chose. Mais même avant cette note, le courrier qui nous a été envoyé, je crois, si mes souvenirs sont bons, le 30 avril, je crois, ce courrier, nous avions commencé à faire la procédure. Mais vous savez, quand on va à l'intérieur, parce que bon, nous n'avons pas la capacité financière et nous n'étions pas un parti État où dans chaque, dans chaque ville, l'État avait donné au Parti congolais du travail des lieux où ils pouvaient mettre leur siège. Donc nous louons des maisons à certains militants ou à certaines personnes qui veulent bien le faire, et on a eu des difficultés dans ce sens que les gens, dès qu'ils louaient, c'était pas un problème, mais dès qu'ils voyaient parti politique, ils étaient frileux. Parti politique d'opposition, alors là, on a vu que plusieurs personnes ont refusé de nous louer les maisons. Alors c'est ça qui nous a un peu retardé. C'est ça qui nous a un peu retardé. Maintenant, pour le reste, on va essayer, si vous me permettez, on va essayer de continuer rapidement parce que en fait, le plus important, c'est d'essayer de faire comprendre au peuple congolais. Je ne sais pas si vous entendez parler
Vous venez de dire, là, à peine, que vous n'étiez pas suspendu ni sanctionné. D'après le DGAT, Ouais, mais mais nous ne sommes pas justement, dans la ça, je ne liste non comprends plus. pas. Ben justement, vous n'êtes pas dans la liste. Donc, vous pouvez ne pas être suspendu et puis ne pas être considéré comme parti politique au jour d'aujourd'hui en République du Congo. Et là, vous venez de le reconnaître également que vous êtes suspendu. Donc, vous voyez, en Guy sur Roche, Non, d'après non, le je vous ai directeur dit, d'administration du territoire, vous n'êtes pas suspendu. Vous venez de le dire. oui, Mais il n'y a pas une note là-dessus. On n'a pas vu une note là-dessus. Par il contre, n'y il y a a une pas note qui est une note, sortie, il y a il un n'y a pas arrêté qui une est sorti où vous êtes plus considéré comme parti politique en République du Congo. reconnue officiellement. Dans cette liste, nous n'y sommes pas. Tout à Et fait. il y a d'autres partis aussi de la mouvance, paraît-il, qu'on a retiré de cette liste. Mais à partir, c'est pour ça que je vous dis que je continue de croire, en ce qui nous concerne, que ce n'est pas un simple acte administratif. C'est clairement, en ce qui nous concerne, une censure politique. Même s'ils ne veulent pas l'admettre. Pour nous, c'est une sanction. Voyez-vous? Donc maintenant, je vais dire, nous étions dans la précédente liste, celle de 2024 là, mais aujourd'hui, ceci a été décidé simplement parce que le RDD prend des positions claires, enfin des positions contre le pouvoir. Le RDD est en train de faire en sorte qu'il espère pouvoir avoir, si élection il y a, mais dans les conditions là, je ne pense pas qu'on va aller aux élections. Je vais dire un candidat unique, parce que le RDD, depuis 2016, prône l'unité de l'opposition. Depuis 2016, Monsieur le Jean-Jacques RDD Serge appelle... Congo, on est bien structuré sur Afrique et les TV. On reviendra sur ça. On vous pose des D'accord. questions précises, répondez précisément. On va passer parce qu'on gagne du temps. Ici, vous avez la parole. Avant d'en arriver là, Président Jean-Jacques, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne payez pas pour les différentes sorties médiatiques tonitruantes que vous tenez sur différents médias? Écoutez, c'est vous qui dites qu'elles sont tonitruantes. En ce qui me concerne, je communique. Parce que écoutez, techniquement, pourquoi voulez-vous que nous soyons contents quand on voit qu'un pouvoir en place qui se dit super puissant utilise l'administration comme ça pour nous sanctionner? Ben, écoutez, nous, on estime qu'on a été sanctionné, on n'a pas été content et on s'est exprimé. C'est tout. Il y a quelques jours, vous avez évoqué à titre symbolique le procès de Nuremberg. C'est des mots qui ont été très forts, qui ont choqué l'opinion nationale et internationale. Vous, à la limite, comparer les dirigeants du Parti congolais du travail comme des accusés du procès de Nuremberg. Est-ce que vous regrettez ces propos aujourd'hui? Alors, écoutez, je ne vais pas présenter mes excuses indéfiniment. Cela a déjà été fait. J'assume mes excuses. Mais cela dit, vous me donnez l'occasion aussi de préciser que suite à ces excuses, j'ai reçu beaucoup de coups de fil où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié que je m'excuse. Mais j'ai dit, j'estime qu'un homme politique, quand il fait quelque chose, une erreur, est en droit de s'excuser. C'est pour ça que je me suis excusé tout de suite. Je ne regrette pas. Alors, donc, vous avez étiez bien conscient que vous avez franchi la ligne rouge? Non. Pour des raisons, la ligne rouge, je vais vous dire non. Mais je veux profiter, et laissez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai été insulté, on m'a traité de tous les noms, parce que j'ai fait un comparatif avec les nazis. C'est ça comme reproche en fait. Parce que procès de Nuremberg, si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est avec vous, mais je l'avais déjà dit dans une émission, même au Congo. J'avais dit qu'un jour, il risque d'avoir un procès du type Nuremberg pour poursuivre les gens du PCT. Je l'avais dit au Congo. Maintenant, c'est la comparaison avec, parce que cette phrase qui est sortie comme ça, ils ont fait plus de mal que le nazisme, qui a choqué, qui a blessé, et à ce moment-là, je me suis excusé pour cela. Permettez, Madame la Marquise, il y a certaines personnes qui ont voulu me faire des cours d'histoire, des activistes qui ne sont même pas allés à l'école et qui ont voulu faire le buzz. Non, nous, on ne fait pas la politique pour faire le buzz. Qu'est-ce que c'est que le nazisme? Le nazisme ou national-socialiste est une idéologie politique totalitaire d'extrême droite qui est née en Allemagne en 1920, qui a été portée au pouvoir par Adolf Hitler et son parti
nazi en 1933. Déjà, là, il faut que l'on sache de quoi on parle. Maintenant, quelques détails sur l'idéologie politique. Le nazisme, une idéologie politique qui est caractérisée par, je vais me permettre de lire mes notes pour ne pas que je raconte n'importe quoi, un nationalisme extrême prônant la suprématie de la nation allemande. Si on va s'amuser à faire comme une espèce de juxtaposition avec notre pays, moi je dirais, c'est un tribalisme extrême prônant la suprématie des Mboshi. Les mots sont forts. Ben oui, je dis un racisme biologique, notamment l'antisémitisme avec la croyance en la supériorité de la race aryenne, la haine des Juifs, des Roms, des Slaves, etc., etc. Ok? Si je fais dans la même phrase la transposition, je dirais un tribalisme biologique avec la croyance en la supériorité des Mboshi et la haine des Koyo, des Makwa, des Bakongo et des Mateki. Permettez-moi, s'il vous plaît, monsieur Jean-Jacques Serge Biopango. Non, j'arrive parce que on a traduit mes propos et je veux arriver à expliquer pourquoi nous. Je vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez là? Là, je vous entends. Alors, permettez-moi, je vais vous laisser vraiment aller dans votre élan. Juste attirer votre attention parce que dès qu'on parle des Mboshi, des Makwa, c'est parfois des sujets très sensibles. Vous parlez de la suprématie des Mboshi. Est-ce que vous pensez-vous que c'est tous les Mboshi? Est-ce que non. Donc dans ce cas, il faut préciser. Mais c'est que si vous me laissez parler, ça peut donner l'impression que c'est tous les Mboshi. Alors mais je suis moi-même, attention, je suis moi-même du grand groupe Mboshi. Moi, je suis moi-même du grand groupe Mboshi. Je suis Kouyou, 100%. D'accord? Maintenant, quand je le dis, vous-même, tous les postes importants dans ce pays, c'est qui? Même si ce sont des parents, dans ce milieu-là, il y a des gens qui sont au pouvoir, mais c'est pas tout le monde qui est au pouvoir. Parce que c'est ça où je dis, quand je dis qu'il y a des gens qui vont rendre des comptes, on dit je suis contre un tel. Je dis non. Je veux juste faire une juxtaposition quand on vous dit un régime autoritaire et totalitaire, toujours dans la définition du nazisme, supprimant les libertés individuelles, interdisant les partis politiques et, contrôlant l'ensemble de la nation par la propagande et la terreur. C'est pas ce que fait aujourd'hui le pouvoir. Avec tout ce qui se passe, vous-même qui êtes au courant, qu'on menace les gens, maintenant c'est le jeune Cédric Balou qui va faire un coup d'État, quand même. Tout ça, à quelques mois de l'élection présidentielle, c'est quoi? C'est simplement nous terroriser pour que plus personne ne veuille aller aux élections. Le culte du chef, le chef suprême, dont la parole fait loi. C'est ça. Donc c'est un peu ce parallèle-là que j'ai voulu faire, mais je suis allé trop loin, j'ai reconnu et je m'en suis excusé. Alors, mais je ne peux pas m'excuser. Je ne me suis pas excusé. Je dis juste l'utilisation du mot nazisme, mais je continue de dire que demain. Vous êtes allé très loin. Pardon? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Vous avez reconnu que vous êtes allé très loin. Donc, d'où la question que la marquise vous a posée. J'ai reconnu que ma langue. Regrettez-vous vos propos? Si oui, dites-nous pourquoi. D'abord, écoutez, je pense que je me suis déjà. Je vais pas m'excuser éternellement. Je vais pas m'excuser éternellement. Je me suis excusé parce que j'ai tenu des propos et parce que c'est cette phrase qui n'est pas propre, je dirais, quand je dis qu'ils font pire que les nazis. Les nazis ont fait quand même des choses super atroces chez nous. C'est des millions de morts, il faut le préciser. Oui, 6 millions de morts. C'est des crimes contre l'humanité. D'accord, mais quand on détruit... Est-ce que nous sommes à ce cas en République du Congo? Est-ce qu'on a des dirigeants qui ont été traduits à la Cour pénale internationale, dans notre cas? Je n'ai pas entendu. Je dis, est-ce que pour notre cas, le Congo, est-ce que les dirigeants ont été traduits à la Cour pénale internationale? Mais non, bien sûr que non. Mais qui vous dit qu'il y a quand même eu des atrocités qui sont passées dans notre pays, hein? Bien sûr. Il y a eu beaucoup d'atrocités. Et aujourd'hui, madame, dans ce pays, il y a eu des morts, excusez-moi, que je dirais des gens qui sont morts inutilement, qui sont morts injustement. Et jamais on parle de ces gens-là.
Mais je dis, c'est le cursus du parti au pouvoir. Est-ce le bon timing de parler de toutes ces morts? Est-ce le bon timing? Est-ce le bon timing? Non, je vous réponds à vous. Il n'y a pas une histoire de timing. Vous croyez que il va pas avoir prescription pour des crimes atroces qui se sont passés dans ce pays? Il y a quand même des crimes atroces qui se sont passés dans ce pays. Et vous dites c'est pas le moment. Je ne pense pas qu'il y ait un moment pour parler de ceux qui nous ont quittés. Le seul problème que nous avons au Congo, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours la version du chasseur que l'on donne. C'est toujours la version du chasseur. Je ne suis pas quelqu'un de revanchard ou quelqu'un qui veut absolument remettre le couteau dans la plaie. Non. Non. Faut pas me prendre, mais vous me posez des questions. Je vous dis que chez nous, il y a eu des crimes où, à un moment donné, et bon, on en parlera sans doute tout à l'heure, je reviendrai justement pourquoi, quand on va parler un peu de quelques brides de mon projet de société, je vais vous expliquer peut-être ça en long et en large. Ici, vous avez la parole. Le RDD exclu, le CNR du révérend Pasteur Ntoumi est sur la liste. Est-ce que vous comprenez cette décision? Écoutez, le CNR a ses relations avec le pouvoir que le RDD n'a pas. Donc, je ne vais pas faire un comparatif avec le CNR. Le CNR, comme d'autres partis, a été reconnu. Eux, le pouvoir, ils savent pourquoi ils le font. Le pouvoir, ils savent pourquoi ils le font. Donc, vous confirmez aujourd'hui que le CNR du révérend Pasteur Ntoumi a des relations avec le pouvoir de Brazzaville? Mais vous voulez, comme on dit, comme disent les Ivoiriens, vous voulez manger le piment dans ma bouche? Du tout. Le président. Président Jean-Jacques. Je dis le président. Sur la liste, vous n'êtes pas. Le président Frédéric Witsamou, parce que moi, je le vois en tant que président d'un parti. J'ai eu la possibilité de discuter avec lui. Et à l'époque, si vous avez suivi, j'avais bien dit, vu qu'il y avait un peu d'agitation au niveau de la France, où il y a des jeunes qui supposaient qu'ils devaient être candidats. À l'époque, il m'avait clairement dit que le jour où je serai candidat, où je déciderai d'être candidat, je vais le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, il a clairement dit qu'il était candidat. Maintenant, c'est son droit le plus absolu. C'est à lui d'aller vers la population, parce que l'élection présidentielle, c'est un homme, un peuple. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui va se passer et je n'ai pas du tout envie qu'on s'éternise là-dessus. Et je ne veux pas faire un comparatif avec le CNR et le RDD, mais le conseiller politique du président de la République, lui-même, le conseiller politique du président de la République, a clairement menacé que tous ceux qui sont à la soupe populaire et qui critiquent le pouvoir vont être dénoncés. C'est lui qui l'a dit. Donc, ne me demandez pas de conclure sur des choses qui sont, je vais dire, c'est une vérité limpide. Alors, vous venez de le dire là, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, que le CNR a des relations avec le pouvoir en place. Et la marquise a rebondi là-dessus en vous demandant réellement, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous reconnaissez que le CNR a des relations avec le pouvoir? Vous venez de botter en touche. Je reviens sur la question pour vous demander tout simplement, où vous avez vite parlé, où vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire et dire au peuple congolais effectivement que le parti du pasteur Ntoumi a bel et bien des relations avec le pouvoir. C'est-à-dire le matin, c'est un opposant, mais le soir, il est avec le pouvoir, si on comprend bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ben, vous venez de le dire, je vais vous lire. Ne me faites pas, non, je dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut dire quoi? Non, je dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis ceci. Le CNR n'a pas les mêmes relations que le RDD a avec le pouvoir. Je pense que c'est ce que j'ai dit. La version a changé, là. Non, c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas les mêmes relations avec le pouvoir. Mais ils ont des relations avec le pouvoir. Non, je ne vais pas rentrer dans la polémique, surtout aujourd'hui. Je vous entends pas. On ne polémique pas, on ne fait que dire ce que vous venez de dire, monsieur Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Non, je dis ceci. Il est clairement établi
il est clairement établi que certains partis ont des portes d'entrée à la présidence. Hier, nous aussi, on avait nos portes d'entrée. Oui, le CNR a des relations avec le pouvoir. Vous croyez que s'il n'avait pas des relations, comment il allait être reconnu? Je n'ai pas dit qu'il y a eu corruption, qu'il a reconnu des gens par corruption. Je n'ai pas dit ça. Tous les partis qui ont été reconnus en République du Congo ont des relations avec le pouvoir. C'est là. Bien sûr. Ah bon. Parce que comment voulez-vous? Non, voilà, c'est là où vous voulez me faire dire. J'ai dit, c'est pas parce qu'on a relation avec le pouvoir. Le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui est extérieur au pouvoir? Faut me dire. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui est extérieur au pouvoir? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que aller se faire enregistrer auprès du ministre de l'Intérieur, parce que c'est la loi qui veut que les choses soient comme ça veut dire tout simplement qu'on a des relations avec ce pouvoir. Est-ce qu'aller se faire enregistrer quelque part à la préfecture pour créer un parti politique, ça veut dire qu'on a des relations avec le pouvoir? On a des relations. Vous entendez avoir des relations avec le pouvoir? Vous ne me ferez pas dire ce que vous attendez que ça sorte de ma bouche. Je vais pas le dire. Président Jean-Jacques, en 2024, vous étiez sur cette liste. Oui. Donc, si vous étiez sur cette liste. Et les conditions étaient les mêmes. Je veux dire. En revenant à vos propos, donc vous aviez des relations avec le pouvoir de Brazzaville. Je l'ai jamais nié. Mais non, nous seulement nous on avait des relations, mais en plus on était partenaires avec le pouvoir. Je vais pas venir ici cracher, je dirais sur. Non, nous étions. Je dirais même que nous étions, je vais dire, en relation politique avec le Parti congolais du travail. Donc, je ne vais pas le nier. Je ne vais pas le nier. Aujourd'hui, nous sommes à l'opposition et nous l'assumons. Nous l'assumons. Mais il y a des choses qui vont se passer demain. Je crois que peut-être qu'il y aura une autre émission pour le dire, mais je ne suis pas là à parler des autres partis politiques qui savent ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ici, vous avez la parole. Si demain, vous êtes au pouvoir, s'il arrivait que le RDD, votre parti qui est écarté, demain vous êtes candidat libre et le peuple congolais vote et que demain vous êtes au pouvoir, est-ce que c'est vous, monsieur Jean-Jacques Serge Miopango, qui va organiser ce procès? Mais d'abord, écoutez, je dis de manière claire que dans ce pays, à un moment donné, il faut quand même que l'on apaise et qu'on évacue tous les conflits. Donc, il faut à un moment donné que certaines personnes responsables politiques de tous bords soient quand même, je veux dire, il faut qu'il y ait quand même des comptes. On doit rendre des comptes. On doit rendre des comptes. On ne peut pas laisser le pays aller à volo. On sait qu'il y a des gens qui comment dirais-je, qui ont détourné de l'argent. Il y a des gens qui sont, je dis, morts injustement. Il y a des gens qui ont été torturés. Mais ces gens-là, il faut bien qu'on rende compte. Mais quand je dis rendre compte, ceux qui sont au PCT, qui n'ont rien fait, ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Il faut bien qu'à un moment donné, on évacue tous ces contentieux pour que l'on puisse aller vers une république heureuse et guérie. Une république heureuse et guérie. Que ce soit Jean-Jacques qui a fait le con hier, eh ben il doit être sanctionné. Aujourd'hui, malheureusement pour le parti au pouvoir, ça fait tout un tas d'années qu'ils sont là. Ils vont pas accuser les autres. Aujourd'hui, il y a quand même des crimes économiques, il y a des crimes de sang, il y a un certain nombre de choses qui se font dans ce pays. Mais à un moment donné, il faut bien des crimes économiques. À un moment donné, faut quand même qu'on arrive à expliquer les choses. Je veux parler par exemple du cas Zidane, que on a gratté un peu. Mais il y a des hautes autorités qui ont signé des papiers, qui se sont fait avoir. Mais et tout ça, ça salit le Congo. Monsieur C'est le Congo qui est sali. C'est pas que j'ai pas envie que vous puissiez parler de ces choses-là. Vraiment, je vais vous laisser parler, mais on va continuer tout simplement pour gagner le temps. Rapidement, vous avez déjà commencé à parler de ça. Vous allez répondre
en 30 secondes, si vous voulez, comme ça on va entamer rapidement. Et vous le savez très bien, vous venez de le dire d'ailleurs quand on a commencé, que le directeur général de l'administration du territoire justifie l'exclusion du RDD en évoquant un défaut de conformité statutaire. Vous venez de nous dire tout simplement que c'était parce que le RDD n'avait pas de siège. En tout cas, selon vous. Alors, moi, j'ai envie de savoir, selon vous, sommes-nous encore dans une république de droit ou dans une administration alignée sur les intérêts du PCT? Rapidement, en un mot. Mais écoutez, c'est-à-dire que je crois que le parti au pouvoir, ceux qui dirigent ce pays, n'ont pas compris que il y a eu quand même une conférence nationale et que les choses ont changé. Ils ont des réflexes et des habitudes du temps du mono. Et ça ne change pas. Et des fois, vous avez l'impression que, et c'est dommage, parce que même quand on voit les jeunes qui gesticulent au niveau du parti au pouvoir, ils connaissent pas l'histoire de ce parti. Ils connaissent pas l'histoire de ce parti. Voyez-vous? Ils connaissent pas l'histoire de ce parti. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans des comportements du mono. Et encore que même au mono, à l'intérieur, moi je me souviens que tous nos parents qui étaient à l'intérieur, il y avait quand même de la démocratie. Ils arrivaient à avoir des séances de travail difficiles. À la fin, ils trouvaient un consensus. Mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas, ça. Nous ne l'avons pas. Président Jean-Jacques, on a vu que tous les dialogues qui ont été convoqués dans ce pays n'ont accouché que d'une souris. Et cette question, je vous l'ai posée il y a quelques années et je la remets sur la table aujourd'hui en 2025. Pourquoi ne pas avoir demandé une deuxième conférence nationale? Mais vous n'allez jamais l'obtenir. Vous n'allez jamais l'obtenir. Non, j'ai dit, mais ce que nous demandons, c'est juste le dialogue, qu'on se retrouve entre nous, un dialogue inclusif, et qu'on se parle, qu'on remette un peu, comme on dit, bas la terre. Mais ils ne peuvent pas. Le pouvoir en place est traumatisé par la conférence nationale souveraine. Ils dirigent ce pays contre tous ceux qui ont contre tout ce que représente la conférence nationale. Regardez comme le porte-parole du parti au pouvoir a qualifié la conférence nationale. C'est très grave. C'est très grave. Et faut pas rêver. On n'aura jamais un dialogue du type conférence nationale avec ce pouvoir. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils savent très bien, ils n'acceptent pas la différence. Ils n'acceptent pas qu'il y ait des idées contraires aux leurs. Alors, tout chez eux est planifié. Ils vont faire une espèce de concertation là avant l'élection. Ils vont en faire une. Mais tout est planifié. L'approche qui n'est pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on part en négociation, à un moment donné, comme on dit, je vais reprendre l'expression, faut mettre bas la terre. Si vous prenez la menace, vous brandissez la menace d'un procès, d'une chasse à l'homme, des horizons sombres, en face, ils se disent qu'on n'est pas en mesure de discuter. Est-ce que votre approche est la bonne? Je vais dire une chose, ils sont tout à fait conscients. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font et ils ont, quelque part, je vais dire, raison de s'accrocher au pouvoir. Ils ont raison de s'accrocher au pouvoir parce qu'ils savent très bien qu'ils font mal. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'attends de voir quel bilan ils vont défendre. J'attends de voir quel bilan ils vont défendre. Il y a ce que j'appelle un triptyque d'escroquerie politique chez nous là-bas. C'est on dit, là, il y a encore un document qui est sorti. Et si vous lisez ce document qui a été signé, je crois, le 10 juillet, vous lisez cette loi. Alors, ce que j'appelle moi le triptyque d'escroquerie politique au Congo, c'est la mouvance, l'opposition et le centre. Je ne sais même pas ce que veut dire le centre. Donc, eux, ils sont déjà calés les règles du jeu. La mouvance, vous allez parler avec le Parti congolais du travail. Quand vous êtes à l'opposition, vous parlez avec Satim Abiala. Et quand vous êtes au centre, je ne sais pas qui c'est qui est le patron du centre là-bas. Voilà. Donc, déjà, ceux qui ne sont pas dans le moule, nous qui sommes opposants, qui ne sommes pas dans le moule de Satim Abiala, déjà on est exclus. On est déjà exclus. Et dans cette histoire où dans la salle, les opposants sont à peu près à 20%, non. Je dis non. Vous dites l'approche, mais eux, ils sont conscients du mal qu'ils font. Ils sont conscients, ils sont pas, il y a pas que des idiots là-bas. Ils sont tout à fait conscients qu'ils font mal. Et aujourd'hui, je peux vous dire que leur manière d'emmener même le parti, à l'intérieur, des gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents aujourd'hui. Président Jean-Jacques, moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que ces discours, vous êtes
pratiquement le seul leader de l'opposition à en parler. Les autres partis, j'ai l'impression qu'ils rentrent progressivement dans une préparation, dans une pré-campagne plutôt apaisée. Aujourd'hui, vous êtes le seul à afficher ces signaux qui sont rouges. Est-ce que vous êtes, on va dire, entre guillemets, le mercenaire de l'opposition qui veut à tout prix demander des comptes avant d'aller aux élections? Mais non. D'abord, il faut savoir que nous sommes dans un rassemblement. Nous sommes dans un rassemblement justement pour éviter d'en arriver là. Si on se retrouve, on s'assied, on dit bon, un peu dans le modèle de ce qui s'est passé un peu en Afrique du Sud. On dit bon, on s'assied, voilà. Est-ce qu'on peut pas parler du Congo et qu'il y a que nous qui pouvons trouver des solutions pour ce pays? On doit le faire entre Congolais. Ça, c'est mauvais de penser qu'il faut qu'on se mette à table et qu'on discute. En face, nous avons un pouvoir qui part du principe qu'ils ne vont pas quitter le pouvoir. Ils vont pas quitter le pouvoir. Si vous voulez nous bouger de là, eh ben, vous aurez en face de vous des hommes, etc., etc. Donc, ils veulent vraiment aller au bras de fer. Mais nous, on prône la démocratie, même si on peut dire la démocratie à l'africaine, c'est-à-dire, on va au Mbongi, on va discuter. Mais ils ont tout à fait raison de se dire, on s'accroche au pouvoir parce qu'avec ces gens-là, demain, ils vont nous juger. Ben oui! Même si nous ne sommes pas là demain, il y a bien des gens pour régler le problème. Il faut bien qu'on dise que bon, là, vous avez mal fait. Réparons les choses, mais en se regardant, sans avoir besoin de sortir des armes. Et c'est possible. Je dis c'est possible. Si vous me permettez, le Sassou 1, si vous me permettez le terme, a quitté le pouvoir, il n'y a pas eu un coup de feu. Bon, il est revenu avec les armes, d'accord. Mais aujourd'hui, la situation, enfin, la paix chèrement acquise, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Aujourd'hui, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a faim? Il est en paix. Quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Ceux qui aujourd'hui, les retraités, aujourd'hui, les arriérés 3-4 mois, les arriérages 40 mois, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrive à dire stop, regardons-nous et essayons de trouver des solutions ensemble pour le pays. Mais les autres, ils partent du principe que nous sommes là et nous on y reste et les autres allez voir ailleurs. Il n'y a rien à voir ici, allez voir ailleurs. Et ça, nous disons non. Alors, moi, quand je dis que il faut qu'on soit conscient que demain, il faut que dans ce pays, on respecte quand même la justice. Voilà. Alors, Monsieur Jean-Jacques Sergio Biopango, en tout cas, merci d'être sur Afrique Elite TV. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre effectivement le magazine politique. Notre invité de ce soir, c'est Jean-Jacques Sergio Biopango, qui est venu nous parler de la politique congolaise, de son parti, et puis effectivement des élections présidentielles, voire même de son projet, s'il y a effectivement projet. Monsieur Jean-Jacques Serge Biopango, l'élection présidentielle de mars 2026 se profile. Le RDD n'est plus reconnu légalement, mais vous semblez déterminé à participer au débat national. Ma question est simple. Que proposez-vous concrètement aux Congolais? Quel est votre projet de société et comment convaincre les Congolais que vous êtes une alternative crédible et non une opposition de posture? Bon. Enfin, on nous pose une question sur notre projet de société. Je tiens à vous dire que le Rassemblement pour la démocratie et le développement a, en 1991, fait un programme de société, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Faut dire que les pères fondateurs du Rassemblement pour la démocratie et le développement étaient des gens géniaux. Le programme du RDD existe et depuis 35 ans, la situation justement n'a pas changé. La situation au Congo n'a pas changé. Et pour la petite anecdote, il y a un grand parti de l'époque qui avait en 92 présenté un programme quasiment du copier-coller sur le nôtre.
Ce programme est toujours pertinent aujourd'hui car la situation du pays est encore plus grave qu'avant la Vous parlez conférence de quel nationale suprême. parti? Lorsque vous parlez des partis, vous parlez de Non, quel il se parti? reconnaîtra. Je veux pas de Oui, mais vous polémique, il parlez se de reconnaîtra. parce que vous ne pouvez pas venir comme ça dire qu'un grand parti Non, a non, mais copié écoutez, je vais dire quasiment que le projet du je vais RDD. dire Vous parlez de quel parti? l'UPADS. Je parle de D'accord. l'UPADS. Donc, vous Voilà. estimez, vous osez dire que l'UPADES, en 91, hein, si j'ai bien compris, a copié carrément le projet du RDD. C'est ça ce que vous voulez dire? Ok. J'adore ce que vous dites, hein, mais je dis pour la petite anecdote, je répète. D'abord, il faut savoir que le RDD et l'UPADS ont signé un accord à l'époque, c'était justement pour des mesures doctrinales. Et je dis que le projet qu'ils ont présenté était pratiquement quasi le même que le nôtre. Mais ils n'ont pas copié votre projet. Il peut y avoir des similitudes, mais ils n'ont pas copié votre projet. Je dis était quasiment le même que le nôtre. D'accord. Ah, donc c'est le même projet que vous voulez présenter aux Congolais en 2026? Vous n'avez pas mis à jour votre projet? C'est ça le Non, projet? alors, je veux dire le même programme que nous avions à l'époque. Aujourd'hui. Et c'est quoi le nom de votre projet? Quel est votre projet réellement? C'est quoi Attendez, ce projet? j'arrive. OPCT, allons plus loin ensemble, je sais plus, alors, le chemin d'avenir et j'en passe. C'est quoi le nom de votre projet? je vous dis que le programme du RDD de 1991 est toujours valable aujourd'hui. Maintenant, nous avons pris, nous, qui venons d'arriver, nous avons mis un peu à notre sauce notre projet de société. OK? Je vais vous donner quelques bribes. Le nôtre, il s'appelle justement, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous l'avez compris, une république heureuse et guérie. Voilà. Une république heureuse et guérie, c'est le nôtre, mais je vais vous donner que quelques indications parce que nous sommes un rassemblement. Le RDD va apporter sa pierre à l'édifice au niveau du rassemblement et après, le but de la manœuvre, c'est qu'on fasse justement un projet de société commun pour avancer. Mais quand vous posez la question par rapport à... Nous avons 5 points importants au niveau du RDD. Il y a l'éducation, la justice, la santé, l'économie, l'environnement. Tout ça, évidemment, doit se faire dans un cadre où la paix réelle règne et la démocratie. Quand nous disons éducation, c'est les grands axes. Quand nous disons éducation, c'est bâtir une société instruite et innovante. Ça, c'est en termes d'éducation, parce que sans l'éducation, on ne peut rien faire sans l'éducation. L'éducation, pour nous, reste un levier de transformation sociale et économique. L'éducation n'est pas une dépense en ce qui nous concerne, mais un investissement à long terme. Voyez-vous, la justice, c'est bon, il faut qu'on arrive à établir un état de droit, garantir l'égalité pour tous. La santé, garantir une couverture sanitaire universelle et accessible pour toute la population, pour qu'on ait une population en bonne santé. Évidemment, il y a l'économie. Nous voulons aller vers une économie diversifiée pour ne pas qu'on soit tout le temps assujetti au pétrole. Et la dépendance avec le pétrole, quoi, la promotion de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, voilà, transformer nos ressources sur place pour que cette plus-value crée de la richesse et qu'on soit économiquement indépendant. Voyez-vous, protéger l'environnement, protéger les ressources naturelles et promouvoir le développement durable, préserver l'écosystème. Ça, c'est les grandes lignes. Je vous donne les grandes lignes comme ça, mais toutes les idées que nous avons, nous allons les mettre en commun avec, je vais dire, les autres, parce que nous voulons, si élection il y a, je doute que tant que, je vais dire, tant que, je ne sais pas s'il est intelligent d'aller aux élections aujourd'hui, tant que les dés sont pipés, mais nous souhaitons proposer une république heureuse et guérie, c'est-à-dire la transformation politique, économique et sociale de notre pays. Ça, c'est le RDD. Nous allons je voudrais avec les autres sur votre projet d'ailleurs heureuse et guérie. Pourquoi heureuse? Parce que le peuple congolais est malheureux en ce moment. Et pourquoi guéri? Parce que c'est un peuple qui est malade. Quand je dis guéri, justement, si on arrive à penser nos plaies, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que vous pensez que les Congolais sont heureux aujourd'hui? Je ne pense pas. Vous croyez que quand vous voyez un papa qui a travaillé toute sa vie, qui a des arriérages de 40 mois,
qui est obligé d'accepter de voir ses filles, même mineures, faire des choses pas très catholiques, et il baisse les yeux quand il les voit rentrer, parce que l'argent que ses filles lui ramènent pour le nourrir, vous croyez que ça, c'est des gens heureux? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et la seule chose que on nous dit, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non. C'est pour ça que je dis une république heureuse et guérie. Guérie de toutes nos plaies, pour qu'on parte. Et ce qui serait bien, en ce qui me concerne, c'est que le président Sassou Nguesso, le dernier des Mohicans, qu'il puisse partir en l'ayant laissé le terrain propre, donc guéri. Ça aussi, c'est une mauvaise idée. Alors, aujourd'hui... Pour vous, vous estimez qu'en ce moment, le terrain est sale, là. Il y a tellement de gens qui sont malades, il y a tellement de gens qui sont tristes. Est-ce que vous savez, vous savez combien de gens meurent au CHU par jour? Non, mais, ok, je vous comprends, mais vous venez de dire, vous voulez que le président actuel, M. Teddy Sassou Nguesso, puisse partir en laissant, je dirais, le pays heureux et puis guéri. Ben, il reste quoi? Il reste 1 année et demie en réalité. Même pas, dans moins d'1 année, il y a des élections présidentielles. Et vous souhaitez même que le président puisse partir en 2026. Comment voudrez-vous, en si peu de temps, ce pays-là puisse être heureux et guéri? Eh ben, s'il peut organiser justement un vrai dialogue, que l'initiative vienne de lui. Je sais qu'il est traumatisé par la conférence nationale, mais s'il peut organiser un vrai dialogue, eh ben, il pourra partir en disant que j'ai mis les Congolais ont discuté entre eux. C'est pas mauvais, ça. Est-ce que c'est un appel solennel que vous lancez au président de la République pour qu'il puisse convoquer un dialogue national inclusif? Bon, nous l'avons déjà dit, et vous savez, on va pas se répéter tout le temps. Nous voulons tous qu'on se retrouve entre nous, qu'on se retrouve entre Congolais, qu'on aille vers le dialogue. Oui, mais en face, ils ne veulent pas discuter parce qu'ils estiment que ils n'ont pas à discuter avec nous. D'abord, faut avoir en face de soi des gens qui aiment le Congo, qui aiment les Congolais. En face, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Alors, nous avons écouté plusieurs axes prioritaires. Alors, je suis surprise que la sécurité ne fasse pas partie du premier que vous avez cité. Aujourd'hui, vous voulez savoir, avec ce cahier des charges très chargé, hein, avez-vous les moyens et les ambitions de votre politique? Écoutez, pour moi, nos moyens à nous, c'est le peuple congolais. Si nous réussissons à convaincre le peuple congolais, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et sans 500, c'est possible? Sans t-shirt? Pardon? Sans t-shirt et 500, c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Vous savez, c'est les autres qui ont besoin de t-shirts et vous dites 500, vous êtes gentil, mais sinon ils donnent des 5000 et quand ils sont acculés, ça va même jusqu'à 10 000. Le peuple congolais n'a pas besoin de t-shirts, n'a pas besoin d'argent. Si nous arrivons à les convaincre, si l'opposition ou si celui qui est candidat arrive à convaincre le peuple n'aura pas besoin d'argent pour aller voter. Nous l'avons vu dernièrement. Nous sommes allés à l'intérieur du pays avec paix à son âme, le président Guy Brice Parfait Kolela. J'ai vu des vieux, j'ai vu des populations sortir pour nous accueillir et ils étaient tellement heureux de voir le fils Kolela avec le fils Yombi. Ils ont dit bon, si ces deux-là sont ensemble, peut-être que le Congo a un avenir. Et je vous cache pas, moi je me suis dit à un moment donné, peut-être que moi, étant le fils Yombi, on va peut-être me balancer des cailloux. Parce que, bon, je pensais aussi au passé et tout ça. Non, ça a été l'effet inverse et les gens étaient contents de voir l'espoir qu'on donnait. J'ai vu des vieilles qui venaient donner leurs petits 200, 300 pour nous aider. Voilà. Et moi, j'ai battu campagne à Oando en 2017, il n'y avait pas de t-shirt, il n'y avait pas d'argent. À l'intérieur du pays, le peuple congolais, le peuple souverain du Congo n'a pas besoin de 2000. Justement, on les habitue aux 2000, c'est-à-dire qu'on les appauvrit pour que quand on donne 2000, ils y vont. Et il y en a même qui y vont pour prendre ces 2000 parce qu'ils n'ont pas ces 2000 à la maison. Et oui, c'est ça aussi qui est dramatique. Il y en a qui y vont parce qu'ils ont besoin de ces 2000. Et il repart, il peut acheter
un bout de poisson, un bout de manioc à ses enfants. Et oui, on a paupérisé la population. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le peuple qui trouvera les moyens. Et c'est le peuple, si on arrive à convaincre le peuple, si nous sommes sérieux, on va gagner toutes les batailles. Et aujourd'hui, le problème que j'ai posé depuis 2016, il faut que l'opposition existe réellement. Il faut que l'opposition existe réellement. C'est pour ça que nous appelons à une candidature unique. Et en face, ils dynamitent nos partis de l'intérieur parce qu'ils ne veulent pas de cette candidature unique. Le pouvoir en place, ils ont un candidat. Le pouvoir en place, ils ont un candidat. Ils ont plusieurs partis pour un candidat. Et nous ne sommes pas capables de faire la même chose. À un moment donné, je pense que il faut que l'ego des uns et des autres puisse au moins se mettre, n'est-ce pas, à un niveau où on doit penser au Congo, on doit penser aux Congolais. Si chacun de nous veut tirer la couverture vers lui, alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas certains partis politiques dits de l'opposition qui, en fait, gardent leur statut de parti d'opposition juste pour être les interlocuteurs privilégiés face au pouvoir en place. Ça veut dire... Président Jacques, là, c'est encore des allégations. Est-ce que ces fameux partis, vous avez réussi à échanger avec le faire une proposition pour aller dans la même direction? Parce que j'ai l'impression que à chaque échéance électorale, on a exactement le même scénario, les mêmes acteurs. Malheureusement, nous sommes à 8 mois. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Personnellement, je dis bien, depuis 2016, j'avais proposé qu'on fasse les états généraux de l'opposition. Depuis, ça n'a pas marché. Et comme par hasard, aujourd'hui, nous avons créé le rassemblement des forces de l'opposition et je pense que nous sommes dans la bonne voie. Et la mayonnaise commence à prendre. Alors, vous voyez bien que dès qu'on a fait notre sortie par rapport au rassemblement des forces de l'opposition, alors les autres aussi se réunissent, les autres aussi veulent briser cet élan. Mon rêve à moi aurait été que le rassemblement des forces de l'opposition, l'ARD de Mathias Nzon, les FOC de M. Ndembatello puissent faire un bloc pour qu'on se retrouve en face du pouvoir en place. Je ne parle pas. Ils ont refusé cette proposition? C'est-à-dire que moi, je suis en France, les contacts sont en train d'être pris là-bas, parce que aujourd'hui, on va voir. Il y en a qui ont signé, qui ont même fait un manifeste, et dans ce manifeste, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant. On nous met l'Église dedans, alors que nous sommes un pays laïque. On nous met, on veut faire en sorte que la force publique puisse signer ce manifeste ou ce pacte républicain, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a un problème. Nous sommes un pays laïque, l'armée qui doit être neutre. Alors, quand on fait ce genre de choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de jouer le jeu. Moi, je le dis, je pense qu'on est en train de jouer le jeu du pouvoir. Alors, selon vous, vous pensez que l'opposition est en train de jouer le jeu du pouvoir. Donc, on pourrait dire en un mot que l'opposition congolaise n'existe quasiment pas. Mais je reviens sur vous. Au cas où pas vous étiez... tout le monde, attention, je viens de vous mais dire... si on joue le jeu de pouvoir, ça veut dire tout simplement que quasiment, je pèse mes mots, quasiment l'opposition congolaise n'existe pas. Parce que la majorité, peut-être pas, mais sinon quelques minorités de ceux qui sont à l'opposition congolaise, d'ailleurs vous êtes plus nombreux ici, il faut dire les choses comme il se doit, jouent le jeu du pouvoir. À partir de là, ça devient difficile pour vous à l'opposition de se retrouver et de chercher peut-être demain à avoir un seul candidat. Et si arrivait que vous étiez candidat, par exemple, à l'élection présidentielle, la marquise venait de vous poser la question, avez-vous les moyens de vos ambitions? Parce que vous le savez au jour d'aujourd'hui que pour être candidat à l'élection présidentielle, il suffit de réunir 25 millions de francs CFA, rien que pour le dépôt de dossier. Si vous étiez candidat, si vous étiez candidat, comment vous pourriez faire pour réunir ces fonds pour que demain vous puissiez effectivement être candidat du peuple congolais de votre parti politique? Je veux dire que celui qui va être candidat, à partir du moment où c'est un choix
que nous faisons et on va vers un candidat unique, croyez-moi, très vite, les gens vont se mettre en branle pour trouver les 25 millions. Mais vous parlez de 25 millions. Mais quand on veut battre campagne, monsieur, il ne s'agit pas de 25 millions. On va pas à l'élection présidentielle où, justement, que c'est tout ça aussi qui fait partie des conditions que nous exigeons. C'est-à-dire qu'on sache combien on a le droit de dépenser. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous ne faites pas une élection présidentielle sérieuse si vous n'avez pas au moins, allez, je vais parler au minimum, au moins 250 millions. C'est pas possible. Donc, vous n'allez pas aller à l'élection présidentielle et ne pas avoir les 25 millions. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Donc, le jour où le candidat que nous allons décider de suivre, il y a tout ça qui rentre en ligne de jeu. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Vous n'allez pas aller dire que vous voulez être candidat et vous n'avez pas les 25 millions, alors que rien que pour la campagne, il vous faut beaucoup plus d'argent. Non. Alors, Monsieur Serge, j'ai juste une question à propos de ces 25 millions. Est-ce que, selon vous, en tant qu'acteur politique, estimez-vous que c'est vraiment raisonnable dans un pays comme le Congo pour être candidat, il faut avoir 25 millions de francs CFA? Ce n'est pas raisonnable du tout, nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas raisonnable du tout, nous l'avons déjà dit. Alors, eux, quand ils mettent la barre à ce niveau-là, c'est parce qu'ils veulent éliminer ceux qui peuvent avoir les voix du peuple et qui n'ont pas leur argent. Parce que eux, ils ont les 25 millions dans leur chambre. Voyez-vous? Donc ça, c'est déjà une manière d'éliminer. Tout ça, ça fait partie justement des problèmes posés quant à la gouvernance électorale. Tout ça, ça fait partie des problèmes que nous posons quand on veut parler de gouvernance électorale. Voilà. Alors, Monsieur Serge, j'ai une autre question. Le pays est à bout de souffle aujourd'hui. Beaucoup évoquent l'après Sassou comme une opportunité historique. Quel Congo voulez-vous bâtir? Avez-vous un modèle politique en tête, une nouvelle république, une transition constitutionnelle, par exemple? Écoutez, nous, le RDD, nous souhaitons que le Congo soit une république qui protège, guérit, qui rend heureux et qui se projette. Voilà le Congo que nous voulons. Mais la question que vous me posez par rapport à l'après Sassou, et vous dites que c'est historique, je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. Vous faites allusion au président de la République ou vous oui, estimez qu'il est grand temps de passer la main? Nous nous battons pour que les choses changent dans ce pays et en termes de RDD, je vous l'ai déjà dit, tant que le PCT est là, le RDD ne va pas s'épanouir. Du moins, le RDD sous ma direction ne va pas s'épanouir. Voilà. Donc, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et nous nous battons pour qu'il parte. D'accord. Alors, je vais essayer d'avoir quelques réponses de vous, mais directement. Des sources, je parle des sources proches du pouvoir, affirment que vous seriez, je dis bien, vous seriez immédiatement arrêté si vous posiez le pied à l'aéroport de Brazzaville pour menace contre la sécurité d'État. Mbokane Komagaraboy, tu fais un truc comme ce qu'on est en train de faire à Cédric Balou par le procureur de la République, Yozanani, Yosé Lokote, comme il a l'habitude de dire. Ma question est de savoir, est-ce vrai? Êtes-vous sous le coup d'un mandat d'arrêt, enfin j'exagère un peu, à quand votre retour au pays, Jean-Jacques Serge, puisque vous êtes à l'extérieur, à quand votre retour au pays? En un mot, êtes-vous un opposant en exil en ce moment ou un homme qui est en train de se préparer pour repartir au pays? Écoutez, à ma connaissance, je ne suis ni un opposant en exil, ni un homme recherché. Je pense que quand on fait la politique, c'est aussi un sacerdoce. Quand on a vécu ce que nous avons vécu, quand nous avons subi ce que nous avons subi, où on a vu ce Congo où il faisait bon vivre réellement. Et ce n'est pas pour avoir peur de ce qui pourrait nous arriver. Je suis
le 15 août 1979, je suis descendu de l'avion. On m'a pris à l'avion et on m'a emmené en prison pour être avec père, mère et sœur et frère. Donc, je dirais, c'est du déjà vu. Oui, j'ai reçu des coups de fil où beaucoup de gens me disent ne rentre pas, on va t'arrêter, on va te tuer. Bon, voilà. C'est toujours ça, la démocrature. On envoie des messages, des signaux comme ça pour dire ne rentre pas, parce que la seule solution qu'ils ont, ce n'est pas de discuter, ce n'est pas de comprendre, ce n'est pas d'accepter la différence, c'est frapper, mettre en prison, torturer, ou voire encore, comme on dit, atteinte à l'autorité de l'État. Alors, aujourd'hui, on n'a même pas le droit de critiquer le parti au pouvoir. Dès qu'on dit que le PCT fait ci, voilà, ça veut dire qu'on a insulté le président de la République. Et eux, ils prennent ça, tout ça pour dire, allez, offense au président de la République, etc., pour trouver des raisons pour mettre les gens en prison. Je ne suis pas en exil et je vais rentrer dans mon pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, Jean-Jacques Yombi Opango n'a même pas le droit d'être en vacances avec ses enfants qui sont ici en France. C'est quand même terrible. Nous sommes quand même en juillet. C'est le moment des vacances. Donc ça, j'ai pas le droit. Monsieur Jean-Jacques Serge, vous avez effectivement demandé des excuses, mais est-ce que vous pouvez comprendre que le PCT, quand je parle de PCT, quelques personnalités du Parti congolais du travail évoquent un discours dangereux, c'est-à-dire ce que vous avez parlé tout récemment, et certains proches du régime parlent ouvertement de vous comme d'un homme à neutraliser. Ma question est simple. Craignez-vous une instrumentalisation de la justice comme ils savent le faire et seriez-vous prêt à répondre devant un tribunal congolais? J'ai envie de vous dire, redoutez-vous une arrestation ou un procès politique? Je rajouterai au président Jean-Jacques à ce que mon confrère vient de dire. Est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui? Bon, j'ai des coups de fil anonymes, j'ai des gens qui effectivement utilisent des menaces, mais je peux vous dire une chose, je vais rentrer au pays et si il doit m'arriver ce qui m'arrivera, eh bien ça m'arrivera. Voilà. Mais je vais rentrer au pays. Je ne suis pas en exil. Vous ne savez pas ce que c'est que l'exil. Il y en a qui ont eu un exil doré, mais je vais rentrer au pays. Et je ne vois pas pourquoi je vais rester ici parce que je ne pense pas que j'ai appelé les gens à la haine, j'ai appelé quand que les gens se soulèvent, etc. Et je pense que je suis un homme libre. J'ai toujours été comme ça. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours eu une manière de parler de manière assez libre. Donc, ça m'a coûté aussi quelques baffes de temps en temps par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Mais je vais rentrer au pays. Menacé, mais vous savez, je prends toujours des précautions depuis le 5 février 79. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils peuvent, s'ils veulent me tuer, ils peuvent me tuer en France. Ils ont les moyens de le faire. Ils peuvent payer ici des gens et voilà quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je refuse d'avoir cette psychose dans ma tête. Je refuse parce que sinon on ne vit plus. Sinon on ne vit plus. Voilà. Sinon on ne vit plus. Mais peut-être une psychose qui est créée aussi par vos proches, parce que à chaque fois que vous avez eu des sorties, on va dire compliquées dans les médias ici dans la diaspora, vous êtes toujours rentré, c'est toujours bien passé. Pourquoi ça se passerait pas bien aujourd'hui, malgré la dernière sortie que vous avez eue dans d'autres médias? C'est ce que je dis justement. Donc c'est vous qui me donnez l'information que je suis menacé. Non, on vous a posé la question, est-ce que vous vous sentez menacé? On n'a pas dit que vous étiez menacé. Est-ce que vous vous sentiez menacé? J'ai dit me sentir menacé, non, parce que sinon il faudrait que si ce n'est que ça veut dire qu'il fallait pas que je fasse aussi cette émission aujourd'hui, non. Personnellement, je me sens pas menacé, mais mes parents, mes amis ont peur pour moi. Ici, vous avez la parole. Président Jean-Jacques, avant de se séparer, je vais vous demander la température de l'état du pays avant de venir sur le climat politique et nous donner un peu votre avis sur l'état de notre diaspora, parce que vous êtes en France aujourd'hui, donc vous faites partie de la diaspora. Vous êtes en première ligne, hein, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que cette diaspora apporte un élan positif à ces élections? Est-ce que cette diaspora est utile à ces élections? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, une diaspora utile pour les élections, une diaspora qui n'a pas le droit de voter, vous pensez qu'elle va être utile?
Elle peut influer les votes, même si elle ne vote Pardon? pas. Elle peut influer sur les votes, même si elle ne vote pas. Non, il y a, écoutez. Elle peut participer activement à la campagne. Oui, ils peuvent cotiser pour le futur candidat, tel ou tel candidat, oui. Mais bon, je vais dire que la diaspora est très active et heureusement qu'il y a des réseaux qui font que on les voit bouger un peu. Mais même à ce niveau-là, je suis persuadé que s'ils pouvaient être unis, si la diaspora pouvait être unie, si ici ils pouvaient être unis, ils allaient impulser quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur du pays et arriver à changer les choses à l'intérieur. Parce que le peuple congolais suit tout ce qui se passe ici. Tous les messages des uns et des autres. Si on pouvait voir une espèce d'unité de l'opposition, enfin une espèce d'unité de la diaspora, voyez-vous, pas que pour même des raisons politiques. Je ne sais pas si ici il y a des Congolais qui peuvent être unis, par exemple, pour emmener même de l'argent, comme le font certaines populations de d'autres pays, où l'argent qui rentre au pays pour l'économie du pays est énorme. Mais nous, si on n'arrive même pas à être unis, si on n'arrive même pas à penser Congo, on n'arrive pas à penser nation, comment voulez-vous que les choses changent dans notre pays? C'est tel groupe, allez, eux, c'est telle ethnie, allez, ils font du bruit par rapport à leur ethnie, un tel, c'est tel. Alors, comment voulez-vous qu'on s'en sorte comme ça? Alors, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, j'ai juste une question là-dessus. Vous êtes à cheval entre Paris, entre Brazzaville, la République du Congo et la France, parce que vous venez de temps en temps voir les enfants, la famille, c'est très bien. Vous connaissez cette diaspora que vous êtes en train de décrire, c'est aussi très bien. Vous, acteurs politiques, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes revenu en France pour voir vos enfants, bien sûr, pour voir la famille, pour réunir cette diaspora que vous avez remarqué que chacun est souvent dans son coin, dans sa tribu? Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous avez déjà fait pour réunir vraiment cette diaspora? Parce que depuis que vous êtes ici, on ne vous voit pas avec cette diaspora. Vous avez fait, permettez-moi avec beaucoup de respect, hein, je sais pas, une sorte de sortie. On vous a vu à Château-Rouge en train de déambuler, en tout cas, passez-moi l'expression. On ne sait pas qu'est-ce que vous étiez d'ailleurs allé faire là-bas, mais est-ce que c'était pour rencontrer la diaspora congolaise, les Congolais de France, ou c'était juste pour vous balader? Vous n'avez jamais fait des conférences où vous avez appelé la diaspora congolaise pour parler, par exemple, des choses de pays, même un premier contact, voire même essayer d'avoir des adhérents de RDD au niveau de la France, par exemple? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous venez juste vous balader en France et puis rentrer à Brazzaville, c'est ça? Alors, écoutez, Monsieur Keto. D'abord, une précision. Ce qui s'est passé à Châteaurouge était vraiment un hasard. C'est un hasard. J'ai rencontré un monsieur que je vois très souvent dans les réseaux et il avait un survêtement Congo. Je me suis dit, tiens, ce monsieur, je connais. Et effectivement, nous sommes parlé, c'était très bien. Et il a tenu à m'emmener dans un coin là-bas où il se retrouve. Je suis allé, c'était un hasard total. On est allé boire un verre, point. Mais quoi, vous me dites que j'ai pas le droit d'aller à... Justement, moi, je suis un homme libre. Donc, je peux pas aller faire mon marché à Châteaurouge. Il y a des produits de chez nous qui sont très intéressants là-bas. J'ai pas le droit de faire ça. Donc, hormis ça, c'est justement, je veux vous montrer que Jean-Jacques Yombi, tout homme politique, tout opposant qu'il a, il se balade et il va à Châteaurouge. Et il rencontre aussi des frères congolais. Maintenant, pour ce que vous dites, comme je vous l'ai dit, nous sommes le rassemblement des forces du changement. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des Congolais ici. Nous nous organisons pour le faire. Je veux pas le faire en tant que Jean-Jacques Yombi Opango. Je ne vais pas le faire en tant que Jean-Jacques Yombi Opango parce que nous sommes le rassemblement. Il y a quelques acteurs du rassemblement qui sont sur le territoire français et nous allons nous organiser pour rencontrer la diaspora. Justement, toujours pour échanger. S'il est possible qu'on se retrouve pour échanger sans qu'on se batte, sans qu'il y ait des invectives, eh ben on peut commencer ici et peut-être que ici ça va faire le relais au niveau du pays. Mais je rencontre mes militants ici. Je n'ai pas besoin de faire
le buzz pour ça. Je rencontre des militants ici. Ah, d'accord, ben, chose que nous, on ne voit pas, nous, les journalistes. Je voudrais tout simplement Mais on savoir. va pas tout vous dire parce que Ben, vous, des fois aussi, vous transformez les choses de manière assez dangereuse. d'accord. Monsieur Jean-Jacques Serge Yobio-Pango, vous avez repris le parti du défunt père, l'ancien président de la République, ancien Premier ministre, effectivement, qui était votre père, paix à son âme. Et depuis là, vous êtes à la tête de ce parti. Il y a eu des soubresauts, ça il faut le reconnaître, des hauts et des bas. Mais que ça soit à Brazzaville, c'est juste l'impression, hein, je peux me tromper, que ça soit ici en France, ou en Europe en particulier en France, vous avez un peu du mal à imposer votre leadership. Est-ce que c'est votre nom qui est vraiment une sorte d'handicap pour vous? Vous dites quoi? Au sein du parti? Oui, non, non, au sein de la population congolaise et puis au sein, effectivement, des Congolais de la diaspora. On ne sent pas que vous êtes, enfin, je ne vais pas faire de la comparaison parce que je n'aurai pas raison, mais un leader politique charismatique quand il est là et on a vraiment envie de l'écouter attentivement, on a envie, il y a l'engouement, quoi. On ne le sent pas en vous alors que vous avez peut-être un peu ce côté-là de cette personnalité-là. On sent en vous, on ressent, on pressent, mais on dirait votre nom bloquait les gens pour aller vers vous, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends tout à fait ce que vous dites et vous n'avez pas tort. Mais je pense que c'est en train de se régler. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, ils pensent que nous faisons de la politique pour, je veux dire, pour faire bien. Non. Je dis et je redis que j'estime que j'ai gagné mes galons au sein du Rassemblement pour la démocratie et le développement. Maintenant, nous arrivons à essayer de convaincre les différents Congolais. Je rencontre des gens ici qui hier me critiquaient, qui se disent ah bon, ce monsieur a grandi. J'aime bien, ils disent ce monsieur a grandi, mais ils savent pas quel âge j'ai. Donc il y a effectivement, ça a été aussi un handicap. Ça a été aussi un handicap. Mais comme le disait si bien mon défunt père, paix à son âme, je vous ai donné un nom, vous devez faire votre prénom. Et je pense que je suis en train de construire mon prénom. Ah d'accord. Monsieur Jean-Jacques Sergio Miopango, vous êtes en train de construire votre prénom. On va revenir sur le Parti congolais du travail, le parti qui fait que vous arrivez peut-être pas parfois à dormir parce que vous sentez un peu de malaise lorsque vous parlez de ce Parti congolais du travail. Vous pensez, vous estimez, vous croyez que c'est vraiment le malheur de votre parcours, ce Parti congolais du travail. Et il y a une note qui circule, je crois que nous tous on a vu un peu sur les réseaux sociaux. Et j'ai juste envie de vous poser la question parce qu'on sait que d'ici là, d'ici la fin de l'année, il y aura le congrès du Parti congolais du travail. Alors, peut-on réellement parler de transparence au sein du Parti congolais du travail quand le fils du président, Denis Christophe Sassou Nguesso, candidat pressenti au poste de premier secrétaire, se voit confier la présidence de la commission chargée de l'investiture des congressistes? N'est-ce pas là un conflit d'intérêts manifeste, monsieur Jean-Jacques Serge Yombi Opango? Je serais tenté de vous dire que j'ai vraiment pas envie de parler du PCT, et c'est leur sauce interne. La seule chose que je sais, Ben, c'est parce que que généralement, quand on parle du PCT, là où vous êtes dans tous vos états, si je peux me mais permettre à parler comme non, ça. mais C'est pourquoi non, j'ai mais posé non, cette question. mais non, mais non, mais non. Je reproche des choses au PCT, nous l'assumons. Je suis un opposant à ce système, au système PCT. Je suis un opposant à ce système et nous l'assumons. Mais vous me parlez là, vous voyez, pour vous dire que je n'ai même pas ce document-là. Bon, alors vous m'avez dit que Monsieur le ministre est quoi? Le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso, qui Oui. effectivement est, je dirais, pressenti au poste de premier secrétaire, se voit dans ce document-là confier la présidence de la commission chargée d'investiture des congressistes. Ma question était tout simple, n'est-ce pas là un conflit d'intérêts manifeste, puisque on parle Écoutez, souvent. je ne sais pas comment ils font les choses là-bas. Nous avons aussi des amis, des connaissances qui sont au Parti congolais du travail. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire. Et vous voyez, vous venez de m'annoncer euh, ça. Bon, je sais que d'après les renseignements que nous avons, euh,
Monsieur Pierre Moussa ne va plus être à la tête du Parti congolais du travail. Mais je ne sais pas qui c'est qui va le remplacer, et je veux dire, à la limite, c'est pas ma tasse de thé. Mon problème, c'est les Congolais, régler le problème des Congolais. Mais vous voyez, quand vous me dites ça, je sais pas sur quel document vous avez là-bas, et quand on prend des responsabilités, on est en responsabilité politique ou je vais dire administrative et tout ça. Et demain, faudrait bien rendre des comptes. Et si on demande à quelqu'un de rendre des comptes, vous allez dire que oui, on nous fait ça parce qu'on est le fils d'un tel, le fils d'un... Ouais, mais est-ce qu'on ne comprend pas pourquoi dans votre bouche, en tout cas, permettez-moi avec tout le respect, vous avez toujours ce mot-là. Vous devez rendre des comptes. Vous devez rendre des comptes. À chaque fois que vous parlez, c'est vous devez rendre des comptes. Non, je ne dis pas. Non, je ne dis pas à chaque fois que vous parlez. C'est vous qui venez de m'apprendre que dans un document que vous avez, moi je regarde pas les documents du PCT. Voyez-vous, voilà, vous me dites qu'il y a le fils, le ministre Denis Christel, qui est le fils du président, qui s'occupe des investitures. On est d'accord? Donc, le PCT d'hier, je crois que ceux qui nous ont vu grandir au PCT, bon, je pense que ce genre de choses, il voit venir la chose, et je pense que à l'intérieur, je ne veux pas spéculer, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. On ne fait pas. Donc, quand vous dites investiture, c'est-à-dire que c'est lui, c'est lui. J'allais dire, Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, c'est un membre du Parti congolais du travail, un membre du bureau politique du PCT, donc il a les pleins droits normalement. Pourquoi les autres oui, mais je dis, bon, je vous dis, c'est vous qui en parlez comme si vous trouvez que c'était anormal. C'est vous qui en parlez comme si vous trouvez que c'est anormal. Je ne connais pas le fonctionnement du Parti congolais du travail. Moi non plus. Et quand vous dites investiture, quand vous dites investiture, c'est pour investir qui? Les membres de ceux qui vont, je vais dire, ceux qui vont participer au congrès? Sûr et certain. Et puis, ceux qui vont aller voter, effectivement, le nouveau secrétaire général, puisque vous semblez dire que Monsieur Pierre Moussa ne serait plus là. Ah, pourquoi vous pensez, vous allez répondre à la question, s'il vous plaît, vous allez répondre à la question, donc d'où j'en profite. Non, mais dites-moi, pourquoi vous pensez que c'est Denis Christel qui doit le remplacer? C'est vous qui l'avez dit. Enfin, je suppose, je ne pense pas, parce que c'est pas bon de supposer. L'homme a des ambitions. Effectivement, alors même si c'est lui qui remplaçait et qui prenait la place de Monsieur Pierre Moussa ou Pierre Paul, c'est normal, c'est un membre du Parti congolais du travail. Donc, s'il pouvait demain diriger ce parti, pourquoi pas? Comme tant d'autres, ils sont nombreux au Parti congolais du travail. Mais je ne pense pas que ce soit à moi de dire qu'il le fasse pas. Il est libre. Comme vous dites, il est membre du bureau politique, donc c'est une autorité de ce parti. Écoutez, si le parti veut le voter, on le vote. Et ça ne regarde pas le RDD. Une dernière question, juste sur le Parti congolais du travail. Je reviens sur le congrès. Vous avez parlé de Pierre Moussa. Le congrès du PCT sera-t-il l'épilogue d'une transition silencieuse ou le théâtre d'un renouvellement annoncé? Pierre Moussa, figure consensuelle mais contesté, quittera-t-il la scène politique ou assiste-t-on à une continuité maquillée en changement? Vous, en tant qu'acteur politique, même si vous n'êtes pas au Parti congolais du travail, est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? D'abord, vous venez de nous donner une information qui semblerait que Pierre Moussa ne serait plus secrétaire général du Parti congolais du travail, n'est-ce pas? Alors, permettez que je ne réponde pas à cette question parce que je n'ai pas à répondre à une question comme ça. Vous venez de le dire. Est-ce que Pierre Moussa ne serait plus secrétaire général du Parti congolais du travail après le congrès? D'après justement la rumeur, oui, mais bon, vous savez, vous parlez des rumeurs. Il a aussi un certain âge et il a fini sa carrière professionnelle de manière brillante dans une banque là. Donc voilà, il a le droit de se reposer aussi. Alors, Monsieur Jean-Jacques Sergio Biopango, vous avez commencé à parler un peu de l'élection présidentielle en disant s'il y a élection, mais tel que c'est parti, vous estimez peut-être qu'il n'y aura pas l'élection présidentielle parce que vu l'état du pays, on a besoin de se dialoguer. Les Congolais de tous bords doivent se retrouver pour parler des vraies choses du pays. Mais vous parlez également en disant que de l'autre côté, ils ne voient pas qu'il y a un problème. Donc pour eux, Obosso, Tokenda, toujours Liboso.
j'ai envie de savoir tout simplement, est-ce que pensez-vous réellement du vivant du président Denis Sassou Nguesso, lui qui est en même temps jugé parti avec son ministre de l'Intérieur, qui organise l'élection présidentielle, que le président, s'il est candidat, pourrait perdre les élections présidentielles. Ici, vous avez la parole. Monsieur Keto, nous avons un problème, et ça, c'est le point pour lequel toute l'opposition est d'accord, c'est la gouvernance électorale qui n'est pas là. La gouvernance électorale n'est pas là. Dans les conditions actuelles, c'est même une aventure que d'aller se présenter aux élections, parce que eux, ils vont aller aux élections. Que l'opposition aille ou pas, ils s'en foutent, ils vont aller aux élections. Ils ont même déjà leur schéma. Ils ont même déjà leur schéma pour cela. Je vais répondre à votre question. Je pense que il serait pas intelligent d'aller à une élection aujourd'hui quand on sait que les dés sont pipés. Les dés sont pipés, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouvernance électorale. On a demandé un certain nombre de choses dans les, dans les concertations que le pouvoir a organisées. Nous avons participé à ces concertations. Il y a eu un certain nombre de points qu'on a demandé. Aujourd'hui, ces points ne sont pas là. Ces points ne sont pas là. Quand on parle de biométrie, il faudrait que dans notre pays, on arrive déjà à avoir des naissances enregistrées de manière biométrique. Comme ça, quand la personne a 18 ans, automatiquement, on sait qu'elle a 18 ans et ça rentre dans un processus. Donc, depuis là, il faut que l'on arrive à faire en sorte que ce soit enregistré de manière informatique. Ensuite, il y a donc un recensement. Plus tard, il n'y aurait même pas besoin de faire le recensement, comme on dit. L'informatiquement, ce sera automatique. À 18 ans, on sait, et c'est des données qui pourront être vérifiées, vérifiables, et on arrivera dans un pays où les gens pourront même aller voter avec une empreinte numérique de chez eux. Mais ça, c'est tout à fait possible. Mais ça n'intéresse pas du tout le pouvoir qu'on arrive à ce modernisme. Parce qu'on nous dit, là, on va nous dire que c'est pas la peine, on peut pas faire la biométrie et tout ça. Tout est déjà là pour la biométrie, les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité se font de manière digitale. C'est pas ça la biométrie? Voyez-vous? Donc, eux, ils n'ont pas du tout intérêt. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce que la gouvernance se soit et à ce que les choses se passent proprement. À partir du moment où il y a la gouvernance, et nous, au RDD, on avait même pensé à l'époque à une transition. Mais à une transition à la seule condition que la transition serve à justement faire en sorte que tout ce qu'on demande dans la gouvernance électorale, etc., soit à partir du moment où nous avons la gouvernance électorale. Le parti au pouvoir ne pourra jamais gagner une élection dans ce pays. Ne pourra jamais gagner une élection. C'est pour ça qu'il y a d'intimidation. C'est pour ça que dès qu'on utilise certains mots, ils sont frileux. Parce qu'ils ne veulent pas que les choses changent. Ils ne veulent pas que les choses changent dans ce pays. Et nous nous battons pour que justement, on y arrive. Mais là, à 8 mois, je ne pense pas qu'on va trouver des solutions. À 8 mois, je ne pense pas qu'on va trouver des solutions. Il serait bon que, je sais pas, il faut qu'on arrive à bouger les lignes. Mais comment voulez-vous qu'on bouge les lignes quand on n'a même pas le droit de faire un meeting? Maintenant qu'on nous a exclus, on ne peut même pas demander une salle pour faire tel ou tel meeting, pour montrer justement à l'opinion nationale et internationale que nous sommes une force, que nous sommes capables d'avoir le peuple derrière nous. Tout ça, on nous l'interdit parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Maintenant, vous me dites, pourquoi organiser des élections? Pourquoi? C'est juste pour avoir un crédit au niveau international. C'est juste pour avoir un crédit au niveau international. C'est tout. Bon, on va dire, bon, il y a eu élection et voilà. Vous savez, on discute avec certaines personnes ici, même dans certains milieux. Pour eux, écoutez, les autorités congolaises font le job. Ici, vous avez la parole. Merci pour cet échange. On arrive à la fin, malheureusement. Merci d'avoir été là. On vous a retenu pendant quelques heures. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les militants du RDD, aux sympathisants, à tous ceux qui veulent adhérer ou à tous ceux qui vont
participer à cette aventure électorale? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'aventure électorale. Hein. Je demande au peuple d'être vigilant, d'être très vigilant. Je demande à mes militants de faire extrêmement attention parce que ils vont vous trouver des poux dans la tête, dans des têtes chauves comme la mienne. Que les gens soient vigilants et qu'ils fassent extrêmement attention parce que là, ils sont, je vais dire, contre les cordes. Ils n'ont pas de bilan à proposer et ils veulent vraiment créer le chaos pour avoir des raisons de se maintenir au pouvoir par la force. Mais je demande à tous mes militants, à toutes les populations, si on demande de s'inscrire, inscrivez-vous parce que si élection il y a, le boycott ne serait pas très bon. Nous nous battons pour essayer de bouger les lignes. Restez vigilants, inscrivez-vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Espérance, vous avez le mot de la fin. Bah tata, bah maman, bah mesdames et messieurs, ce soir, une voix s'est levée depuis l'extérieur. Celle d'un homme qui refuse le silence, même dans l'effacement institutionnel. Radié mais pas effacé, écarté mais non éteint. Jean-Jacques Serge Yombi Opango n'est pas un simple nom de plus dans le paysage politique congolais. Il est le témoin d'un système qu'il connaît de l'intérieur, le fils d'une histoire qui l'interroge et peut-être l'éclaireur d'un avenir encore incertain. Mais à quel prix? Entre justice et vengeance, entre conviction et provocation, chacun se fera sa propre opinion. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.